Et je suis rentrée dans une boulangerie, une minuscule boulangerie de quartier. Et 2-3 personnes se sont reculées quand je suis rentrée avec mon chien. Et le boulanger, donc juif orthodoxe, a vu ça et a dit « Ah, désolé, les gens dans la communauté ont juste pas l'habitude des chiens. » Du coup, je suis sortie de la boulangerie et je me suis dit « Ah, qu'est-ce qui se passerait si un chien devait vivre dans cette communauté? Quel genre de chien est obligatoire? Un chien guide. » Et c'est là que toute l'histoire a commencé. Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé? Bah, on voudrait pas. Je vous signale que moi, j'ai pas de moteur. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler de chiens d'assistance, mais aussi de chiens guides. On va parler de la représentation de ces chiens à l'écran et des nouveaux récits qu'ils peuvent inspirer. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur puisque je reçois à ce micro l'une des rares réalisatrices qui ait donné une si belle place aux chiens guides au cœur de ses films. Et pour l'instant, malgré une recherche effrénée, je n'ai trouvé que très peu de films dans lesquels apparaissent des chiens guides et chiens d'assistance. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Serena Dickman. Bonjour Serena. Bonjour Géraldine. Serena, tu es réalisatrice, scénariste de fiction et de documentaire. Tu es franco-belge, mais tu vis actuellement à New York, où tu te trouves au moment même de cet enregistrement que nous faisons donc à distance. Tu es aussi bénéficiaire d'une chienne d'assistance médicale, une petite Nolita, croisée berger australien et cavalier King Charles, qui a 5 ans. Exactement, l'amour de ma vie. Nous sommes rentrés en contact grâce à Luc Bolland, que j'ai invité dans l'épisode 7, et qui est le fondateur et directeur artistique du festival The Extraordinary Film Festival, qui a lieu à Namur tous les 2 ans et dont la prochaine édition aura lieu du 6 au 9 novembre au Delta de Namur et également dans une version délocalisée autour de Bruxelles du 17 au 24 novembre. Et l'un de tes films est au programme de cette 8e édition du festival. C'est ça. Serena, est-ce que j'ai tout dit ? Absolument, tu as tout dit, tu as tout couvert. Serena, pour te présenter, c'est la tradition dans ce podcast, est-ce que tu pourrais donner simplement 3 mots qui te représentent? Alors, je dirais le clash des cultures. Ça fait déjà 3 mots. Ça fait déjà 3 mots. Les chiens et la créativité. Clash des cultures, c'est par rapport à tes origines mélangées entre la France, la Belgique, les États-Unis maintenant? Oui, c'est ça. J'ai grandi un peu partout. Je suis née à Paris. J'ai été élevée dans les départements d'outre-mer, à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, en Belgique, où est la majorité de ma famille, mais mes grands-parents étaient polonais. J'ai vécu à Londres et j'habite à New York depuis un certain temps. Donc j'ai vraiment été élevée non seulement dans des pays différents, mais dans des cultures différentes, dans des langues différentes, entourée de gens qui ont des manières de vivre et de voir le monde différentes. Je pense que c'est de là que sortent beaucoup des sujets qui m'intéressent dans mes films, que ce soit en documentaire ou en fiction. C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que, malgré nos différences en tant qu'être humain,
qu'est-ce qu'on a en commun malgré ces modes de vie complètement différents. Et de montrer qu'on a en fait beaucoup plus de choses en commun que ce que le monde essaye de nous faire croire. Et puis je trouve que ça fait des récits souvent plus intéressants. J'ai un peu trouvé ce terme, en anglais je dis culture clasher, où j'aime bien vraiment mettre des gens qui, entre guillemets, ne devraient pas se rencontrer dans des circonstances extrêmement particulières, souvent des circonstances avec un peu d'humour, parce que je pense aussi que l'humour est un outil fantastique pour le cinéma, mais aussi pour l'humanité, et de voir qu'on a en effet plus de choses qui devraient nous assembler que des choses qui devraient nous diviser. Ton deuxième mot, c'était les chiens. Les chiens. J'adore. C'est là qu'on se retrouve. Exactement. J'ai grandi avec une petite chienne qui s'appelait Telia, qui était El Cavalier King Charles, qui, je suis enfant unique, je sais pas si je peux la considérer comme étant ma sœur, mais en tout cas, elle a émerveillé ma vie, mon enfance, et puis depuis quelques années, j'ai mon chien Nolita. On va en parler tout à l'heure de Nolita. On va en parler. Voilà, et j'ai fait plusieurs films avec des chiens, j'ai fait des films, même il y a une dizaine d'années, j'ai fait un film qui avait un chien dedans, qui était un chien qui pouvait détecter les punaises de lit. Donc aussi un chien spécialisé, donc je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et personnelle qui tournent autour des chiens, beaucoup de gens que j'ai rencontrés grâce aux chiens. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très présent tous les jours dans ma vie. Voilà. Ton troisième mot, c'était créativité. Je suis pas surprise. J'ai toujours été dans les arts, j'ai toujours été, que ce soit du théâtre, du cinéma, du documentaire. Mes parents étaient aussi dans le cinéma et dans la télévision. Donc c'est une valeur qui m'a toujours été donnée et transmise. C'est de créer, c'est d'imaginer, c'est de savoir que juste de moi, il y a beaucoup d'idées qui peuvent sortir. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très créatif. Je trouve ça merveilleux. Serena, j'aimerais bien que tu nous parles du rapport que tu entretiens avec le handicap. Quelle expérience tu en as ? Écoute, c'est une question que je me pose beaucoup, évidemment, depuis que j'ai commencé ces films, il y a 2-3 ans. Moi, je m'étais jamais vraiment considérée comme quelqu'un qui a un handicap, jusqu'à ce qu'on m'informe que, en fait, une condition de santé, que j'ai une condition neurologique, était un handicap. Et tout ça a commencé à faire sens. Donc voilà, c'est une relation, disons, qui change de la manière dont je l'aperçois par rapport à moi, dont je l'aperçois par rapport à d'autres gens, dont je sens aussi que d'autres gens perçoivent ça, parce qu'on appelle ça, en tout cas aux États-Unis, un handicap invisible. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout apparent, mais qui en fait a affecté ma vie depuis très jeune, et qui a fait que j'ai dû prendre des accommodations particulières, des médicaments, un chien. Donc voilà, c'est de me rendre compte qu'en fait, je pensais que c'était un certain groupe de gens, et puis je me suis rendu compte que je faisais partie de ce groupe, et que beaucoup plus de gens font partie de ce groupe que ce qu'on pense. C'est tout le projet du podcast, en fait, c'est de s'apercevoir que, d'une part, on ne naît pas forcément en situation de handicap, et qu'ensuite, effectivement, il y a plein de situations multiples et qu'on peut être touché à tout moment de sa vie. C'est quelque chose qui t'a touché depuis toujours, toi, ou bien c'est arrivé à l'âge adulte ? Non, depuis que j'ai 7-8 ans. C'est une condition de migraine chronique, assez grave dans le sens qu'elle m'amène assez fréquemment à l'hôpital. Et voilà, donc ça fait que il y a des jours entiers de chaque semaine que, avant de trouver les bons médicaments et le chien, que je perdais. Et de vivre en sachant que, en fait, 7 jours dans une semaine n'est pas ce à quoi moi j'ai droit, fait partie d'une réalité de vie qui est un peu compliquée. Donc voilà. Mais grâce à ça, j'ai eu mon chien, j'ai eu des films, et maintenant j'ai un médicament qui fait que je ne vis plus dans cette peur constante de perdre des journées entières. Ce chien, on va en parler un petit peu de cette petite Nolita. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle est entrée dans ta vie, comment tu as pris connaissance de l'existence de cette solution et qu'est-ce qu'elle t'apporte d'irremplaçable ? Écoute, c'est une histoire assez rigolote. J'ai décidé de prendre un chien parce que je voulais un chien. J'ai grandi avec un chien et voilà. Et aux États-Unis, les lois autour des chiens, donc on peut par exemple pas les prendre dans les restaurants. On peut pas les prendre dans les magasins. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où en Europe on a le droit de les prendre, ou aux États-Unis on peut pas. Et je voyage beaucoup pour le boulot. Et donc ça me paraissait compliqué d'avoir un chien, mais je me dis ok, voilà, je suis
majeur et vacciné, adulte et responsable, et je vais trouver les solutions. Et là-dessus, j'ai commencé à voir, juste en faisant cette recherche, qu'il y avait ce qu'on appelle aux États-Unis des service dogs. Donc, ça veut dire des chiens d'assistance, et ça regroupe tout. Donc, les chiens d'assistance médicaux, les chiens guides, c'est vraiment le terme pour tous les chiens. C'est dommage que, je peux pas avoir, moi, un chien d'assistance. Parce que ces chiens sont autorisés à aller partout. Et là-dessus, je fais un peu la recherche, je me dis, waouh, ces chiens peuvent détecter le diabète. En fait, je commence à faire toute une recherche juste parce que je me dis, waouh, c'est incroyable. Moi, je pensais qu'il y avait un peu que les chiens guides. Je savais, en ayant travaillé sur un sujet de fiction, mais de chiens qui peut détecter les punaises de lit, je savais qu'il y avait ça. Bon, on sait qu'on y a les chiens à l'aéroport pour détecter les drogues, les bombes, etc. En fait, c'était tout à fait logique que les chiens puissent aussi être utilisés pour des conditions comme le diabète, comme l'épilepsie, etc. Et là-dessus, je vois épilepsie. Et en fait, ce que j'ai est une sorte d'épilepsie qui se déclare en migraine très très forte. Et là-dessus, je suis tombée sur quelqu'un dont c'est la spécialisation d'entraîner les chiens, donc ils appellent ça scent training, donc un entraînement à l'odorat, et qui était spécialisé en épilepsie, migraine et diabète. Donc je l'ai contacté, et donc on a décidé de travailler ensemble. J'ai eu Nolita tout au début du Covid, elle m'a sauvée à tout point de vue. Elle avait 8 semaines, elle était vraiment minuscule, mais c'était aussi parfait pour commencer à l'entraîner si jeune. Et donc on l'a entraînée avec cette spécialiste qui s'appelle Renée, à détecter mes migraines, à détecter les crises avant qu'elles arrivent. Donc ça peut être elle m'a d'ailleurs alertée une demi-heure avant ce podcast. Donc elle m'alerte. Elle tape son museau dans mon genou. On appelle ça un POC chez Andy Chien, voilà. Oui. Quand les chiens détectent les crises d'épilepsie, ils viennent me poquer la cuisse avec leur truffe. Voilà, c'est ça qu'elle fait. Et puis elle s'allonge sur mon pied, elle me regarde fixement dans les yeux et elle s'arrête pas tant que j'ai pas pris un médicament. Et donc ça me permet en fait de savoir s'il y a une vraie crise qui vient et ça me permet de prendre le médicament avant que ce soit trop tard. Parce qu'une fois que la crise a commencé, en général, c'est trop tard pour pouvoir la manager toute seule, enfin sans intraveineuse. T'es en train de me dire que Nolita vient de sauver ce podcast? Nolita a sauvé ce podcast, absolument. Waouh, merci Nolita. Merci beaucoup. C'est assez incroyable parce que finalement, c'est un entraînement qui était assez simple parce que c'est détecter une odeur. Donc, la chimie de mon corps change quelques heures ou parfois quelques minutes avant une crise. Ce que moi, je ressens pas. Mais elle détecte tout à fait ce changement d'odeur. Et donc, c'est un entraînement assez facile mais qui en fait change tout à fait ma qualité de vie et mon quotidien. Donc voilà, j'en parle à voix haute à tout le monde parce que c'est quelque chose, je pense, qui est tellement les gens sont pas au courant que c'est une possibilité. Et puis ça demande aussi pas nécessairement d'avoir un chien d'une certaine taille ou d'une certaine race. Ça doit être un chien intelligent, ça doit être un chien qu'on peut entraîner assez facilement. Mais par exemple moi qui voyage tout le temps, qui prend Nolita dans tous les avions, etc. J'avais aussi besoin d'un chien qui soit de taille facile pour voyager. Et voilà, donc c'est un petit chien, mais qui a tout à fait l'intelligence et la capacité de sentir et de me prévenir. Est-ce qu'elle t'apporte d'autres soutiens que cette capacité à détecter tes crises? Elle m'apporte beaucoup de bonheur parce que c'est un chien extraordinaire. D'un point de vue médical, ça c'est vraiment ça qu'elle fait. Ce qui a été assez incroyable, c'est qu'elle détecte les migraines d'autres gens. La science n'est pas encore sûre si c'est une odeur personnelle ou universelle. Alors, elle détecte les migraines de ma mère. Donc, on ne sait pas si c'est parce que on est de la même famille ou parce qu'elle a passé beaucoup de temps avec ma maman, donc elle la connaît mieux, parce qu'on voit souvent les chiens qui sont pas du tout entraînés pour ce genre de choses. Si leur maître a une crise d'angoisse ou ne se sent pas bien ou s'il y a quelque chose, le chien en général le sent. Il connaît très bien l'odeur de son maître et il sait quand il y a quelque chose qui va pas, le chien le sent sans entraînement. L'entraînement aide que le chien alerte à chaque fois, systématiquement. Mais finalement, c'est quelque chose qui est assez inné ou naturel. Mais elle a déjà alerté des gens, genre dans un magasin, elle a alerté la caissière. J'ai dit à la caissière, bon, c'est un peu bizarre, mais vous allez sans doute avoir une migraine. Elle me dit, oui, je me sens pas bien depuis une demi-heure. Donc, elle a déjà alerté des gens comme ça, ce qui fait toujours des conversations assez surréalistes avec des gens que je connais pas. Mais voilà, c'est moins systématique. Disons, avec moi, je dirais qu'elle a 85-90% de taux de réussite. Elle est assez juste.
Et avec d'autres gens, ça dépend un peu du contexte. Mais elle m'apporte beaucoup de bonheur. Et là, elle m'a apporté 4 films. Elle a été la source d'inspiration pour une histoire qui m'a amené à une autre, qui m'a amené à une troisième, qui m'a amené à une quatrième. Voilà, c'est un peu ma muse d'une certaine manière. C'est incroyable. Tu l'emmènes d'ailleurs au cinéma ? Oui, je l'emmène au cinéma. En fait, là, je l'emmène au cinéma quand je vais voir un film comme ça. Mais là, je suis en tournée depuis à peu près 6 mois avec 2 films. Je voyage pour aller présenter le film dans des festivals de cinéma un peu partout aux États-Unis et en Europe. Et je la prends avec parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de l'avoir avec moi. Et plus sûr, mais du coup c'est un chien très cinéphile qui a vu beaucoup de films, beaucoup de films indépendants dans les salles indépendantes à travers le pays. Justement, puisque tu en parles, puisque nous ici en France, nous avons les cinémas classés art et essai et les films recommandés art et essai qui sont des films d'auteur, des films peut-être sur des thématiques un petit peu plus difficiles, un petit peu plus confidentielles et qui sont soutenus. Comment ça se passe aux États-Unis ? Est-ce qu'il y a un équivalent du classement art et essai pour les films et pour les salles ? Oui, on appelle ça cinéma indépendant ou cinéma d'auteur, mais en général c'est des salles de cinéma plus indépendantes. Donc aux États-Unis, c'est très fort une question de budget. Un film petit budget aux États-Unis, c'est en dessous de 50 millions de dollars. Ça te donne un peu l'échelle où on appelle ça un film studio versus un film indépendant. Après, un film indépendant peut rester un film à très gros budget, mais donc quand on fait ce que je fais, c'est-à-dire que je choisis mes sujets, je trouve les financements, et puis on passe par le circuit des festivals pour se faire connaître, etc. C'est ce qu'on appellerait en France art et essai, absolument. Et quand tu proposes un film, on va en parler tout à l'heure, des films que tu as réalisés avec des chiens guides et des personnes déficientes visuelles, quand tu vas trouver un producteur pour lui dire « voilà, je voudrais financer un film qui parle de handicap », est-ce que tu as, comme on a pu entendre Artus en témoigner, notamment quand il a sorti son film Un petit truc en plus et qu'il disait que les producteurs lui ont dit « ah mais personne n'a envie de voir des personnes handicapées sur les écrans ». Quelle est la réaction des producteurs américains ? Ça dépend. J'ai l'impression que le narratif change d'un point de vue positif. Après, je suis dans un monde qui est particulièrement niche en étant dans le cinéma indépendant avec les films avec lesquels je suis. En fait, souvent les gens à qui je parle vont déjà être des gens intéressés. Donc je pense que mon expérience est un peu différente à ce point de vue-là. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle des Disability Film Festivals. Donc c'est des festivals de films vraiment sujet handicap. Il y en a 5 ou 6 qui sont vraiment connus. Mais j'ai vraiment l'impression, parce que j'assiste à beaucoup de conférences sur le sujet aussi de la représentation du handicap dans le cinéma, mais aussi comment rendre le cinéma en lui-même accessible à un public handicapé. Donc ça va dans plusieurs sens. Comment faire que des gens qui ont des handicaps puissent travailler sur les films, pas juste être représentés, mais aussi puissent être derrière la caméra. Et c'est des sujets qui, on en parle de plus en plus. Ça va dans le bon sens. Voilà, et c'est toujours le moment où les producteurs se rendent compte qu'il y a un public, ils disent « ah oui, on a toujours voulu faire ça ». Mais je pense que c'est la nature de l'industrie, que ce soit par rapport au handicap ou autre chose. C'est « ah, on veut pas voir une femme à l'écran » et puis il y a Wonder Woman qui sort, ça fait des centaines de millions de dollars au box-office. On a toujours voulu voir une femme à l'écran. C'est un peu comme ça que ça marche. Il faut jouer le jeu, il faut oser être le premier en fait. Il faut oser prendre le risque parce que c'est un risque. Il faut trouver les alliés qui financièrement peuvent aussi prendre ce risque. Et je pense que c'est là qu'est la difficulté. Et de comprendre aussi que le mot handicap a beaucoup de personnages absolument fascinants. On dit toujours qu'un protagoniste est quelqu'un qui doit surpasser quelque chose, qui a un obstacle pour aller à la suite de son histoire, parce que sinon ça sert à rien de faire ou d'écrire un film, ça n'a aucun intérêt. Donc finalement quelqu'un qui a un handicap est assez idéal parce qu'ils ont déjà un obstacle ou quelque chose qui les rend plus intrigants à l'écran. Donc en fait, c'est de trouver ce qui est positif là-dedans aussi d'un point de vue de fiction ou de documentaire. Pourquoi c'est intéressant ? C'est déjà en fait plus intéressant que votre histoire de base. Oui, puis moi on m'a déjà posé la question de savoir si je risquais pas de me lasser à parler de films qui concernent le handicap, mais en fait le handicap ça existe partout sur la planète, dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans tous les milieux sociaux. Donc tous les films en fait nous font
voyager dans des univers qui n'ont rien à voir les uns et les autres. Et puis les handicaps sont eux-mêmes diversifiés. C'est vraiment une ressource finalement sans fin pour créer des personnages, créer des situations et des films. Exactement. Et je pense pour moi en tant que ce que j'appelle culture clasher, donc clasheuse des cultures, ou c'est aussi ça que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est que le handicap ne discrimine pas ou discrimine de manière différente. Et du coup, ça rassemble des gens. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le thème des malvoyants et des non-voyants, et c'est au cœur des sujets qui m'intéressent, dans le sens que, on peut avoir des gens de tout âge, de tout milieu sociaux, qui se retrouvent à avoir quelque chose qui les rassemble, cette chose étant leur handicap. Donc pour moi c'est justement une ressource absolument incroyable en tant que scénariste. Est-ce que tu as en tête un film ou des films qui ont ouvert le sujet aussi aux États-Unis sur le handicap ? Oui, je pense. C'est un film français ironiquement qui a été après refait aux États-Unis, Intouchable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la représentation du handicap après le succès vraiment planétaire de ce film. Donc ça, ce serait sans doute l'exemple que j'ai qui est le plus parlant, enfin en tout cas le plus connu. Scaphandre et le papillon. Moi, je sais un film qui m'avait beaucoup marqué quand je l'ai vu. Je l'ai revu il y a peut-être 1 an aussi, et je me suis rendu compte en fait à quel point ça avait laissé une impression quand je l'avais vu la première fois en le revoyant. Oui, ça c'est, je pense, 2 films qui sont assez marquants. Le Scaphandre et le papillon, c'est un film de 2007 déjà, qui a été réalisé par Julian Schnabel. C'est l'histoire de Jean-Dominique Bauby, qui est journaliste, qui rentre dans un coma profond et qui va perdre ses fonctions motrices, qui est atteint de ce qu'on appelle le lock-in syndrome, ce qui veut dire qu'en fait la seule capacité qu'il a, c'est de cligner de son œil. Oui, c'est ça. Ça m'avait vraiment laissé une forte impression, et c'est un film aussi qui visuellement est absolument incroyable. Je pense que c'est important c'est pas parce qu'on représente un handicap que on n'a plus droit à une expression artistique ou cinématographique, donc ça permet aussi de s'exprimer d'une manière visuelle différente et d'explorer des nouvelles choses visuellement, donc c'est tout bénef. On arrive maintenant sur le film coup de cœur, qui sont donc les 2 films que tu as réalisés, donc Babka et Hatsi, 2 courts-métrages dans lesquels les protagonistes sont des chiens guides. Babka, c'est une fiction. Hatsi est un documentaire. Tu nous racontes un petit peu. Alors, réaliser un film avec des chiens guides, c'est quand même un truc de dingue. J'ai vraiment cherché, j'ai trouvé très peu de choses. Mais alors, en faire 2, voilà. Comment cette idée t'est venue et qu'est-ce qui t'a amené là ? Écoute, c'est une assez belle histoire derrière tous ces films. Il y a presque un film à faire derrière l'histoire de tous ces films. Je me baladais avec mon chien à Williamsburg, il y a un quartier à Brooklyn, à New York, et il y a un quartier chassidique, donc juif orthodoxe, qui est très très particulier, où les gens vivent vraiment un peu comme dans un autre monde. Et on m'avait engagé il y a quelques années pour faire une série documentaire sur la communauté orthodoxe à Brooklyn, sur les gens qui partent de la communauté et d'autres qui sont partis, qui reviennent. Moi, je suis juive, je suis la petite fille de 3 survivantes de l'Holocauste. Après, je suis absolument pas religieuse ou orthodoxe. Mais voilà, c'est un monde qui m'intriguait. Quelques années plus tard, j'étais juste mis complètement par hasard dans ce quartier, et j'étais avec mon chien, parce que je suis toujours avec mon chien. Et j'ai l'habitude que les gens regardent ce chien et veulent toujours la caresser. C'est toujours un truc de dire non, faut pas la caresser parce que c'est un chien d'assistance. Ce que les gens ne croient pas parce que ce chien ressemble à une princesse de chien de Disney. Et moi, j'ai pas l'air d'avoir un handicap ou d'avoir besoin d'un chien. Donc tout ça pour dire, je me balade avec elle, et au lieu d'avoir la réaction que j'ai d'habitude, les gens avaient vraiment peur. Donc j'en traversais la rue ou faisais vraiment tout pour éviter donc ce petit chien de 8 kilos, et je me dis tiens, c'est surprenant. Je savais pas ça de la communauté orthodoxe. Je savais pas qu'il y avait une certaine peur autour des chiens. C'est quelque chose, je sais, en Europe, souvent quand j'avais mon chien d'avant, dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de choses autour de... C'est juste quelque chose je savais pas, donc ça m'a un peu intriguée. Et je suis rentrée dans une boulangerie, une minuscule boulangerie de quartier, et 2-3 personnes se sont reculées quand je suis rentrée avec mon chien. Et le boulanger, donc juif orthodoxe, a vu ça et a dit désolé, les gens dans la communauté ont juste pas l'habitude des chiens.
Du coup, je suis sortie de la boulangerie et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si un chien devait vivre dans cette communauté? Quel genre de chien est obligatoire? Un chien guide. Et c'est là que toute l'histoire a commencé. J'ai écrit ça sur mon téléphone, je me dis, si un chien guide devait vivre dans la communauté chassidique à Brooklyn. Et puis quand je cherchais un sujet pour un nouveau film, cette idée en fait m'était restée en tête. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire des chiens dans le judaïsme, dans la communauté orthodoxe, parce que c'est deux choses assez, disons des perceptions des chiens assez différentes. Les chiens d'assistance, le handicap et la religion. Donc en fait, ça m'a amené vers des sujets auxquels, honnêtement, je n'avais strictement jamais pensé. J'ai rencontré des gens dans la communauté orthodoxe aveugles, toute une communauté en fait d'aveugles orthodoxes ou chassidiques qui se sentaient un peu qui n'appartenaient ni à la communauté orthodoxe tout à fait, ni à la communauté d'aveugles. Parce que ils étaient les deux. Et donc, il y avait comme pas de place dans la société pour des gens qui sont en même temps orthodoxes ou religieux, et qui ont un handicap. Donc, ça a été une recherche assez intéressante et en fait, beaucoup de gens voulaient me parler, sachant que je faisais des recherches pour une fiction. Donc, c'était pas du tout pour faire partie d'un documentaire mais les gens m'appelaient à gauche, à droite pour me raconter leur histoire et c'était absolument fascinant. Je voulais être sûre de représenter cette communauté de manière juste, étant moi pas ni aveugle ni orthodoxe. Donc voilà, je pense que la recherche derrière un documentaire est extrêmement importante, mais derrière une fiction aussi. Et donc j'ai décidé, parce que comme je disais tout à l'heure, j'aime bien faire ce que j'ai dit culture clash, donc de mettre des gens de milieux et d'origines extrêmement différentes ensemble. Du coup, j'ai décidé que l'éducateur des chiens guides serait gay, puertoricain et catholique. A dog that speaks Yiddish? And you said that the community isn't crazy about pets. Bear forward. It's not all the Jews, it's just the Orthodox. Wilde Chaya. A monster suits him better. That dog? I knew you were losing your sight. I didn't know you were also losing your mind. The dog is not kosher. That's good, because they don't plan to bake him into the babka. Baking the babka is not the problem. That I can do with my eyes closed. Good, because you're blind. We're reopening the bakery. Moishe's on his way now. There's something that I should tell you. Oh, now you're scared. If you'll all excuse me, I have babkas to make. Oi, I missed this. Nothing really better than a babka. Alors, je précise, Babka est une comédie. C'est important à savoir. Et donc, je voulais vraiment explorer cette amitié, en fait, qui naît entre un chassidique, une 70aine d'années, qui perd sa vue, et un jeune homme qui vient d'un milieu, d'une communauté complètement différente. Et ces deux hommes, en fait, ont beaucoup plus de choses en commun que ce qu'on pourrait penser. Ces deux hommes qui sont très attachés à leur héritage respectif, à leur mère et à leur grand-mère, qui font des gâteaux et des babkas, d'où le titre du film. Mais finalement, en fait, qu'est-ce qui les rassemble? C'est ce chien, qui s'appelle Bear, ce qui veut dire ours en anglais, et qui chamboule leur vie à tous les deux, et l'enrichit à la fin du film. Comment tu t'y es pris pour faire le casting de Moïse, qui joue le personnage aveugle? Et est-ce que lui est aussi déficient visuel ou pas du tout? Alors lui n'est pas déficient visuel, c'était une grosse question qu'on s'est posée quand on faisait le casting justement pour est-ce qu'on doit trouver un acteur qui? Et en fait on était dans une situation assez particulière dans le sens que on devait aussi avoir quelqu'un qui était de la communauté juive et potentiellement chassidique, qui pouvait un peu parler yiddish. Donc on s'est dit si on engage un acteur aveugle, on va avoir un problème avec la communauté chassidique de représentation et vice-versa. Donc j'ai pas mal consulté des gens justement qui travaillent dans tout ça, dans les castings spécialisés, dit qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit pas un problème, où je dois me placer. Ce qui a été assez, disons, important, c'est me dit finalement, je suis réalisatrice, c'est un film de fiction, je dois trouver le meilleur acteur. Et ça, c'est un peu ce qui m'a guidée. Donc on a eu une chance absolument incroyable de travailler avec Saul Rubinek, qui est un acteur très connu aux États-Unis, qui était absolument parfait pour le rôle,
qui lui est né en Allemagne quelques années après la guerre de parents rescapés. Sa langue maternelle est le yiddish, donc à ce niveau-là, c'était un rôle qui avait beaucoup de sens pour lui. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec la communauté orthodoxe et avec des aveugles et avec une école de chiens guides qui s'appelle The Seeing Eye, qui est dans le New Jersey, donc juste en face de New York, qui est en fait la plus vieille école de chiens guides du monde, qui a 95 ou 96 ans. Donc ils nous ont ouvert les portes de leur campus. Quelques jours avant le tournage, on est allé sur place donc avec Saul Rubinek, l'acteur principal, et Johnny Beauchamp, qui est l'acteur qui joue l'éducateur. Et donc on a passé toute une journée sur le campus avec les éducateurs un peu seniors de l'organisation. On a rencontré les chiens, on a rencontré le chien qui allait jouer. Donc on a travaillé avec un vrai chien guide, pas avec un chien acteur. Et donc ça nous a permis, je pense à moi en tant que scénariste et réalisatrice et à mes acteurs, de vraiment comprendre quel est ce monde de chiens guides et d'éducateurs et pas juste de lire un scénario et de l'interpréter. Donc on est allé beaucoup plus loin dans la recherche et même j'ai revu Saul Rubinek, là on a tourné il y a plus d'1 an, mais je l'ai revu à Los Angeles il y a quelques jours pour une cérémonie de prix où on a été nominé. Et il me dit c'est une des expériences les plus fortes de ma carrière. Et il a 76 ans et il travaille depuis qu'il a 16 ans. Donc pour moi, c'est un grand compliment, mais ça veut aussi dire à quel point une journée à apprendre comment ces chiens fonctionnent, tout ce qui va derrière cette organisation et puis cette école, et on a l'impression d'être à Harvard. C'est-à-dire, c'est un campus absolument incroyable, magnifique, qui est vraiment à la base de toute la recherche sur les chiens d'assistance et les chiens guides. Donc ça a vraiment été une expérience fascinante de pouvoir travailler avec eux, une expérience de vie. Outre le film qui en est le résultat, vraiment c'était une des journées les plus intéressantes que j'ai passées en tant qu'être humain, quoi. Je suis pas étonnée, j'ai fait le tour des écoles de chiens guides en France et vraiment à chaque fois c'est des rencontres incroyables et c'est des professionnels passionnés et les chiens nous surprennent mais tellement. Ouais, absolument. Tellement. Tu as aussi ensuite produit un documentaire. Oui, cette recherche sur Babka, comme je disais, je voulais parler à des gens, mais vraiment quand j'ai décidé d'écrire le scénario, donc avant même toute cette recherche, je me suis dit, ok, pour un court métrage, quel est le moment sur lequel, entre guillemets, je veux pointer ma caméra? Quel est le moment de vie, les 10-15 minutes où tout se passe? Et vu ce qui était intéressant en voyant la réaction de la communauté racidique à mon chien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand le chien arrive, le premier jour dans la communauté. Donc c'est là-dessus que j'ai décidé de me concentrer. Et en faisant mes recherches en ligne, il y avait beaucoup d'informations sur les 2 ans où les chiens sont entraînés. Et puis en fait, ils passent à peu près, aux États-Unis, 3 semaines dans l'école à apprendre à être avec leur nouveau maître. Et puis ils vont pour la première fois dans la vie, dans leur nouvelle vie avec le maître. C'est ce jour-là, les premiers jours qui m'intéressaient et j'arrivais pas à avoir les infos de comment ça se passait à ce moment-là. Du coup, j'ai juste écrit sur Facebook, est-ce que je connais quelqu'un qui a un chien guide bref, et Facebook a marché et on m'a mise en contact avec un monsieur qui s'appelle Frank Senior, qui est né aveugle et c'est la personne la plus jeune dans l'État de New York à jamais avoir eu un chien guide. Là, il a 72 ans, il en est à son 7e chien guide. Et donc, Franck et moi, on a parlé au téléphone. Franck est la première personne aveugle à qui j'ai jamais parlé. Pour te dire, je savais même pas, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on va faire au téléphone? Est-ce que je lui envoie un texto? Vraiment, alors qu'aujourd'hui, je sais pas, un tiers de mes amis sont aveugles ou malvoyants, tout ça me paraît tout à fait logique parce que je connais comment la technologie fonctionne, etc. Mais vraiment, je savais rien du tout. Donc, on a parlé au téléphone. Et on s'est super bien entendu. Il m'a donné toutes les infos dont j'avais besoin, mais j'ai dit, Franck, comment est-ce que je peux te remercier? Il dit, écoute, je suis chanteur de jazz et je vais faire un concert dans 1 semaine à Manhattan. J'ai dit, écoute, moi, j'adore le jazz. Bien sûr, je vais venir. Et du coup, je suis allée le voir. Et bon, déjà, c'est un chanteur exceptionnel. Et c'est quelqu'un qui avait une présence sur scène absolument incroyable. Et le fait qu'il soit aveugle et qu'il ne puisse pas voir son public, alors que quand on est chanteur, il y a quand même une connexion tellement visuelle avec le public que lui n'a pas du tout. Et il est 100% aveugle, il voit vraiment rien. Genre, il peut tout à fait, et ça lui arrive assez souvent, il va regarder les musiciens
et tourner le dos au public sans faire exprès. On doit vraiment lui dire de quel côté. Et ce monsieur avait juste un talent incroyable, un sens de l'humour incroyable. Il dit qui dans la salle vient de New York, il dit levez pas vos mains, je suis aveugle, je vois rien. Donc voilà, il m'a dit est-ce que tu veux revenir demain, je t'offre un ticket. J'ai OK. Et de fil en aiguille, en fait, on est devenus amis. Et donc il a beaucoup consulté sur le scénario de Babka que j'étais en train d'écrire. Et à un moment, il me dit Serena, je pars en croisière avec des amis, enfin avec un groupe de malvoyants et leurs chiens. Mais sur une croisière commerciale. Genre une croisière avec 5500 personnes, mais c'était un groupe de plus ou moins 70 personnes et 50 chiens. Il dit, tu voudrais peut-être venir, ça peut t'aider pour ta recherche. J'ai dit, Franck, ça peut même être un film. Je vais venir avec ma caméra. Exactement. Donc, je suis allée sur le bateau avec ma caméra et j'en ai fait un film qui s'appelle At Sea. Donc, on joue sur le mot, c'est Sea écrit S-E-E, qui est la vue, mais At Sea, S-E-A. En anglais, c'est la mer, parce qu'on est en croisière. Et en fait, c'est un des premiers films à utiliser la description audio comme partie intégrale du film. Donc, c'est un documentaire de 15 minutes, très positif, très fun. On est en croisière dans les Caraïbes avec plein de chiens, plein de bonne musique. Pour moi, c'était important aussi d'avoir un narratif positif sur le handicap, qui est pas on va sortir les violons, regarder ces pauvres aveugles qui sont sur un bateau et comment est-ce qu'ils vont prendre l'ascenseur sans avoir les boutons. Non, c'était un groupe de gens qui, malgré leur handicap, décident de voyager. Et le font avec les problèmes ça peut poser, mais aussi avec la joie et la bonne humeur, qui se retrouvent en groupe. Une des raisons pour laquelle ils ont décidé de faire ça ensemble. Donc c'est des gens qui eux-mêmes se connaissaient pas nécessairement les uns entre les autres, mais qui voulaient trouver aussi une communauté d'aveugles et de malvoyants et de gens qui utilisent des chiens et ne pas se retrouver à être seuls avec un chien sur un bateau, parce qu'évidemment ça amène beaucoup de questions. Et en fait, en faisant ce film, je me suis dit, évidemment, il faut que le film ait une description audio pour rendre le film accessible à son public. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, si la description audio faisait partie du film, donc ce soit pas une option qu'on puisse comme des sous-titres qu'on ajoute ou qu'on enlève, mais que ce soit quelque chose qui fasse tout à fait partie du film, parce que le film invite les spectateurs voyants à avoir l'expérience de qu'est-ce que c'est de voyager sans voir. Donc c'est un film d'ailleurs qu'on invite les gens à voir 2 fois, une fois avec les yeux ouverts et une fois avec les yeux fermés. C'est un film qui utilise beaucoup le son, pas juste la narration mais aussi le son. Donc par exemple on est aux Caraïbes, on a utilisé des sons d'oiseaux tropicaux, on a utilisé des sons de vagues. Donc on a quand il y a un chien qui lèche une tasse, on a mis un son beaucoup plus fort de cette lèche du chien, pour que, en fait, les gens puissent vraiment avoir cette expérience à l'audio, ce qui est comme ça que la majorité des malvoyants ou des non-voyants voient les films. Et du coup, on a mis cette description audio faite par Nefertiti Matos Olivares, qui est elle-même aveugle et qui est une femme absolument exceptionnelle. C'est la première femme à avoir fait la description audio des Oscars en live. Et donc, elle est dans le film et en fait, elle regarde le film et elle invite le spectateur à comprendre le film d'une autre manière. Donc ça fonctionne sur 2 niveaux. Et tout ça, c'est parce que je baladais mon chien à Brooklyn. Voilà, donc c'est vraiment... Waouh. C'est une histoire dingue. Et je confirme, les 2 films sont plein de joie, plein d'humour. Enfin, le handicap est présenté de manière extrêmement positive, joyeuse et pas du tout rébarbative. Et je trouve que cette expérience, effectivement, de l'audiodescription dans le film, elle permet de comprendre le fonctionnement de l'audiodescription et elle la rend plus connue pour le grand public, qui souvent comprend pas exactement de quoi il s'agit. Voilà, moi-même, il y a 2-3 ans, je savais pas ce que c'était l'audiodescription, et en parlant, en fait, en faisant cette recherche, et en parlant à des aveugles pour la recherche sur Babka, ils disaient, quand ton film sort, j'espère qu'il y aura de l'audiodescription. Je dis, de la quoi? Surtout que les gens disent de l'AD. Ouais. De l'AD. Alors, oui, c'est ça. De l'AD quoi? Oui, c'est ça, en anglais, c'est AD, Audio Description, mais je pense que ça montre aussi que la curiosité peut, je pense on est, en tout cas dans la société américaine, on a parfois peur de poser des questions. Parce qu'on dit est-ce que c'est politiquement correct, est-ce qu'on peut demander ça ou pas. Et moi je suis d'avis que du moment qu'on soit respectueux, finalement on n'est pas censé tout savoir sur tout.
Mais si on pose jamais les questions, on va jamais avoir les informations. Et ça, j'ai vraiment, je pense, eu beaucoup de chance, et avec la communauté malvoyante, aveugle, et avec la communauté racidique, qui est aussi connue comme étant une communauté assez fermée. J'ai été vraiment très bien accueillie. Et il y a beaucoup de choses je savais pas que, entre guillemets, j'aurais dû savoir. Et maintenant, je sais, et je continue à apprendre. Et je suis passée de pas savoir ce que c'était l'AD à donner des conférences dessus. Et une des choses aussi qui ressort beaucoup dans les films, et particulièrement dans ATSI, dans les gens qui sont interviewés, disent qu'ils veulent avoir plus de dialogue entre les aveugles et les voyants, qu'il y a une telle barrière entre ces deux mondes qui en fait ne devrait pas être là, mais c'est parce que je pense en tant que voyant, on a un peu peur de poser des questions qui pourraient fâcher. Mais en fait, la majorité du temps, du moment qu'on est respectueux, elle ne fâche pas. Donc voilà, je dis ça parce qu'on me l'a beaucoup dit, pour poser les questions, s'ils veulent pas répondre, ils répondent pas, comme n'importe qui d'autre à qui on poserait une question, s'ils veulent pas répondre, on répond pas, c'est tout. Clarisse le dit dans l'épisode 8 du podcast Handicap et Cinéma. Clarisse, qui est non-voyante, elle dit « Mais venez nous voir, venez nous poser des questions, c'est ok, vous avez le droit de venir nous interpeller. » Et en fait, elle est demandeuse. Ouais, c'est ça. Et le nombre de choses qu'on peut aussi apprendre qui peut nous bénéficier dans notre vie. Évidemment, moi, professionnellement, ça m'a amené énormément de choses. Mais même d'un point de vue personnel, j'ai appris à voyager avec autre chose que la vue. Donc, on dit toujours, regarde cette vue magnifique, prends la photo. Donc, tout ça. Et puis, moi, je travaille dans un milieu extrêmement visuel, évidemment, dans le cinéma. Mais j'ai appris à sentir les odeurs. J'ai appris à toucher les fruits en me baladant dans une forêt à Porto Rico, des choses qu'en tant que voyageuse j'aurais sans doute pas fait, qui maintenant enrichissent mon expérience en tant que voyageuse. Donc on en gagne partout. J'ai des amis absolument incroyables. J'appelle Franck un de mes meilleurs amis, Nefertiti aussi, et d'autres. Et puis je passe du temps avec des chiens qui sont des petits génies, quoi. C'est plutôt cool. Tu as un projet de long métrage à partir du film Babka. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Quelles sont tes échéances et quels sont les messages aussi que tu as envie de faire passer dans ce format long métrage ? Oui, absolument. En fait, donc j'ai commencé par ce projet en court métrage parce que voilà, c'était beaucoup plus faisable. Mais en parlant à tellement de gens de toutes les communautés qui sont représentées dans le film, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire beaucoup plus vaste à raconter. Et du coup, je l'ai écrit. On est passé par plusieurs, ce qu'on appelle des labs, donc c'est des programmes d'écriture, pour trouver un peu comment le commercialiser, etc. Et là, on essaye très activement de rendre ce projet une réalité. C'est la version longue. On commence, c'est des personnages, à peu près tous les mêmes personnages qu'il y a dans le court-métrage, mais il y en a plus. Mais on commence plutôt dans l'histoire, dans le sens qu'on commence, donc Moïse, le personnage principal, a le diabète de type 2, c'est pour ça qu'il perd la vue, parce qu'il ne traite pas sa condition. Mais il refuse absolument d'accepter cette réalité. Et assez tôt dans le film, en traversant la rue, il a un accident. Il y a une voiture électrique, donc une voiture qu'il ne peut pas entendre. Il se retrouve à l'hôpital, on lui dit qu'il peut plus fonctionner de la manière dont il fonctionne, qu'il doit fermer sa boulangerie, qui est une boulangerie très connue, qui est la boulangerie de sa maman, qui, elle, a survécu à l'Holocauste, qui est venue aux États-Unis juste avec cette recette de babka. Donc cette boulangerie est quelque chose d'extrêmement importante financièrement parce qu'il en a besoin pour pouvoir vivre, mais il a aussi besoin de continuer ce que sa mère a commencé. Et donc il refuse catégoriquement d'avouer qu'il a un problème. Mais dans l'hôpital, il y a juste Jesus qui est un éducateur de chiens, donc qui connaît très bien cette problématique et qui lui propose de prendre un chien. Ce qui est une idée évidemment complètement folle pour un racidique. Donc c'est une communauté qui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a une certaine peur et appréhension des chiens. La raison principale, en tout cas basée sur mes recherches, c'est une communauté qui n'a jamais eu de chien. Donc on a tendance à avoir peur de ce qu'on connaît pas. C'est assez logique en fait. C'est aussi à New York une communauté qui a tendance à vivre avec beaucoup d'enfants, donc on peut avoir facilement 10-12 enfants dans des petits appartements avec des moyens financiers très limités. Donc l'idée de prendre un chien en plus d'avoir 12 enfants et pas de place n'a pas de sens. Et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi avant dans les shtetls en Pologne, etc., les chiens étaient souvent utilisés pour attaquer la communauté juive.
Donc il y a un trauma qui est passé de génération en génération. Après, par rapport aux chiens guides et aux chiens d'assistance, basé sur mes recherches, plusieurs des grands rabbins ont dit que c'était OK. Religieusement, c'est accepté. C'est juste que c'est tellement pas commun que les gens sont juste pas au courant. Mais voilà, donc en fait, Moïse se retrouve, sa seule option, c'est d'accepter de prendre ce chien guide. Je suis pas sûre de comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, le chien guide est gratuit. Donc c'est un chien qui vaut 50 ou 60 000 $, mais il est gratuit pour la personne malvoyante. Et donc cette personne se retrouve sur un campus, dans une école, pendant plus ou moins 3 semaines, avec une douzaine d'autres étudiants, si je puis dire. Et donc pour moi, en tant que culture clasher, c'était idéal, parce qu'on se retrouve avec une douzaine de personnes qui viennent vraiment de milieux complètement différents, à vivre quelque chose d'extrêmement difficile et en même temps de merveilleux, de rencontrer ce chien qui va finalement leur rendre leur indépendance. Et donc ça, c'est tout un acte du film qui se passe dans cette école de chiens. Et évidemment, le chien qu'on lui donne est un berger allemand. Donc lui a accepté ce chien, mais maintenant il faut que toute cette communauté accepte le chien aussi. La sortie de ce long métrage, elle est prévue pour quand ? Écoute, j'y travaille, le scénario écrit, les acteurs qui sont vraiment des acteurs assez connus de haut calibre sont tous d'accord pour le faire. Maintenant, c'est trouver le financement. J'espère qu'on aura le plaisir de découvrir ce film sur les écrans en France à sa sortie, et je suis sûre que toutes les associations de chiens guides et chiens d'assistance qui auront écouté ce podcast viendront en groupe et en force remplir les salles des cinémas pour voir ton film. Je lui souhaite une belle vie sur tous les écrans. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir un peu plus, voir des bandes annonces, voir les photos, des projections avec souvent des chiens d'assistance et des chiens guides qui viennent voir le film aussi, vous pouvez vous diriger vers mon site internet, c'est Serena Dickman, donc SERENADYKMAN.com, ou sur Instagram. On a aussi une newsletter qui sort tous les 2 mois. On envoie aussi en français, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci. Serena, je te remercie infiniment pour cet échange. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Handicap et Cinéma, et merci pour toutes ces informations que tu nous as données. Merci Géraldine, et merci pour ce podcast, et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté ce podcast et continuez à l'écouter. Géraldine fait un travail absolument fantastique. Waouh, merci Serena. Handicap et Cinéma est une production Planète Projet. Merci à tous mes partenaires, Podcastix, mon hébergeur, Mistral Social Club et de Podcast Factory.org qui m'ont prêté et donné du matériel d'enregistrement puis formé au montage, DPK Prod qui m'a offert un 3e micro, l'ESDAC pour l'identité visuelle et Charles Michel qui a composé la musique, ainsi que Greta Unstarks qui vient de rejoindre l'aventure. Le podcast recherche d'autres partenaires financiers. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter sur LinkedIn ou Instagram ou sur mon site, et tous ces contacts sont mentionnés dans la description de l'épisode. Retrouvez-y également toutes les ressources citées, ainsi que la transcription complète de l'épisode, et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et surtout, partagez-le autour de vous. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'accessibilité et d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?